clip, c'est clairement formateur. Après, faut pas trop en faire parce qu'il faut être payé correctement. C'est aussi un métier, c'est pas qu'une passion, donc faut bouffer. Ça a pris du temps. J'ai 2009, premier long métrage, en 2018. Mais ça, on me l'avait dit. On m'a toujours dit, Alex, de toute façon, la réussite dans ce métier-là, c'est minimum 10 piges. En tout cas, on est fort. Les techniciens français sont connus pour être forts parce qu'ils sont capables de faire 3-4 postes en électro, excusez-moi l'expression, mais il met à l'amende les autres, littéralement, parce qu'il faut tout faire. Hello tout le monde, c'est Samuel, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 20e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité fait partie de ceux qui construisent l'univers d'un film avant même qu'il ne soit tourné. À partir d'un scénario, il va trouver les lieux, les meubles, les couleurs, les objets qui vont apparaître à l'image. Alexis Segura, chef décorateur. Sois le bienvenu sur Ciné Massilia. Merci Samuel, enchanté. On est bien, j'ai bien fait de venir. On est dans de bonnes conditions, on va parfait. revenir sur tout ton bien parcours. Accueilli, ouais, avec plaisir. Ensemble, mais pour commencer cet entretien, tu es venu avec un objet, je te laisse me le présenter. Alors, je suis venu avec ce qu'il en reste de mon iPad. C'est mon meilleur premier assistant. Désolé pour les gens humains. C'est l'iPad que j'emmène en repérage sur tous les tournages. Il est complètement défoncé, comme tu le vois. Il a une vraie patine de vie. Et c'est mon accessoire number one pour démarrer ne serait-ce que n'importe quel boulot. En vrai, pour n'importe quel boulot, j'ai besoin de mon iPad. Je fais tout là-dessus. Pendant le tournage, après le tournage et avant le tournage et même quelques mois après, je regarde encore des images. Et c'est vraiment c'est mon couteau suisse, quoi. En vrai. Il va falloir que je le change. Et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur ? Alors, tu as beaucoup d'images de photos de référence, des photos de repérage des décors qu'on va visiter, tu as beaucoup de rush, tu as tout en fait. C'est vraiment j'ai des milliers de photos, donc j'essaie aussi pas mal de temps pour les effacer parce que la mémoire est pas infinie, mais il y a tout en fait, c'est tout mon univers de chef déco, un condensé de mon cerveau dans l'iPad, si je puis dire. Alors, avant d'être chef déco, enfin, tu as toujours été en quelque sorte chef déco, mais il y a eu plusieurs étapes, j'imagine, pour arriver jusqu'à ce métier. Tu n'as pas fait de formation en particulier. Quel était ton cheminement ? Alors, c'est une super bonne question parce que quand tu dis j'ai toujours été chef déco, non, j'ai toujours été chef déco sur le papier, payé chef déco sur la feuille de service, tel chef décorateur Alexis Segura, mais moi, j'ai toujours une certaine forme d'humilité et dès le départ, je commençais en 2009, ça fait un petit moment maintenant, mais je me suis toujours dit tu seras jamais chef déco tant que tu n'es pas signé à l'ADC, Association des chefs décorateurs de cinéma français. J'ai toujours gardé une part d'humilité avant de m'auto-proclamer chef déco. Aujourd'hui, je le vis mieux, tu me dis chef déco, je vais pas en rougir, mais pendant de nombreuses années, j'aurais pu en rougir, mais juste par humilité. Je dis, pour moi, j'ai toujours sacralisé le poste de chef déco, ça a toujours été, voilà, là, aujourd'hui, je le vis chef déco, mais pendant longtemps, je me suis pas vécu légitime en tant que chef déco, on va dire. Et durant alors toutes ces années où tu t'es senti légitime alors que tu faisais quand même ce métier, tu le pratiquais comment ? Quels étaient les premiers projets ? Mon tout premier projet, alors je me rappelle, c'était en 2009. C'était en 2009. J'avais un pote, on était à Paris. J'avais un pote qui bossait pour une boîte de production qui s'appelait Ideal Corp. Et ils étaient, c'était, on va dire, le leader dans le clip de rap urbain à l'époque. Et j'avais un pote qui bossait là-bas à la déco, lui aussi. Et il m'a dit, je fais ce clip-là un jour. Et je dis, bah prends-moi avec toi. Il me dit, mais non, mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Je dis, mais c'est pas grave. Moi, je viens gratuit, j'ai envie de voir. Et je suis arrivé sur ce tournage. C'était le tournage du clip de Medine, qui s'appelle Code Barbe, si je me rappelle bien. On était à la Goutte d'Or, dans le 18e. Et on a fait une petite déco et je suis arrivé, j'avais littéralement un ciseau. Ma bijoute, c'était un ciseau. J'avais rien du tout, quoi. C'était mon premier tournage, je débarquais totalement. Mais c'est ce tournage-là, avec un deuxième, peut-être on en parlera plus tard, qui j'ai senti les tripes s'agiter, tu vois. J'ai senti l'adrénaline monter, même à 5 heures du matin, à la Goutte d'Or, il y a quand même mieux, tu vois. Mais l'adrénaline au cul du camion, les camions qui s'ouvrent, les listes matérielles, les électros, les machines, tout le monde qui décharge tout. Ça m'a laissé sans voix et la journée était épuisante comme sur tous les clips. On a dû faire 14 ans dans la même journée. Mais j'ai kiffé et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et à partir quand j'étais persuadé que je voulais faire de la déco, j'ai plus jamais lâché. C'est vrai qu'il y a toute une atmosphère sur les tournages, notamment de clips. Il me semble souvent les chefs déco disent le clip c'est une bonne école de formation pour le clip. Complètement. Mais parce qu'en gros on fait hyper appel à ta créativité. C'est-à-dire qu'on fait appel à tes solutions, ce que tu vas proposer en termes artistiques, avec des budgets dérisoires. Et donc, du coup, c'est là où les décos, les chefs préparateurs et tous les autres postes, j'ai envie de te dire, je pense, ils arrivent à se démarquer et à sortir leur épingle du jeu. Le clip, c'est clairement formateur. Après, faut pas trop en faire parce que faut être payé correctement. C'est aussi un métier, c'est pas qu'une passion, donc faut bouffer. Excusez-moi pour l'expression, mais je peux prendre encore du plaisir aujourd'hui à faire des clips parce que on fait ce que tu veux, en fait.
Du moment que ça colle l'identité du clip, de la chanson ou quoi que ce soit, c'est raide, c'est raide. Et malgré ça, il y a certaines conditions peut-être de travail ou dans ces clips. Comment est-ce que toi, tu trouvais ton plaisir là-dedans? Qu'est-ce qui te fascinait par rapport au décor? Alors, mon plaisir, comme je t'ai dit juste avant, moi, quand j'ai senti ce truc qui s'opérait dans mes tripes, c'était un tel mélange de fougue et de passion pour ce métier que le fait est d'être sur un tournage, je prenais déjà mon kiff. Quoi qu'il arrive, même si c'était un clip street urbain à Montfermeil ou des trucs pour les Marseillais dans les cités tu vois, dans les cités du Nord aussi, bah j'aimais bien, peu importe le son, j'aimais pas forcément le son qui passait, c'était pas mon style de musique, mais toute l'ambiance qui était à côté et le challenge, fais ça dans les temps, fais ci, fais ça, avec cet argent-là, c'est le challenge et l'ambiance en parallèle qui me plaisait beaucoup. Puis après, bon, je mens un petit peu. C'est toujours un peu cool quand de faire des clips pour des mecs connus, quoi. C'est le côté glamour, il existe. Faut pas se leurrer, les côtés glamour, que ce soit dans le cinéma, la pub ou le clip, il y a quand même un petit côté glamour et malgré ce qu'on dit, t'es toujours un peu content de bosser pour des gens contents, enfin des gens connus, je veux dire, pardon. Aussi Ils sont aussi contents connus. Et est-ce que tu arrives facilement après à enchaîner les projets, les expériences ou ça demande du réseau au départ? C'est quoi ton approche? Alors, en fait, la première approche, déjà, en fait, tu vas pas forcément rentrer à avoir plein de clients, ça n'existe pas. C'est comme dans tous les autres milieux, tu mets du temps comme un restaurant, tu mets 1 an avant que ça marche, avant une clientèle. C'est pareil pour le cinéma, mais tous les postes pareils, chef op, chef déco, c'est tout le monde pareil. Tu vas faire un premier projet avec une prod. Si ça se passe bien avec eux, ils vont te rappeler pour un deuxième, un troisième. Et comme tu le sais, les intermittents, on est un petit peu des mercenaires, on va à droite et à gauche. Tout le monde évolue, ça c'est hyper cool aussi, comme tout le monde évolue. Puis il y en a qui vont dans d'autres prods, ils vont dire, ah bah tiens, en fait, appelle Alex, il avait fait un bon boulot sur ce clip-là, et tu bosses pour une autre prod, plus un autre réal, et puis bout à bout, au bout d'1 an, 2 ans, tu commences à faire ton réseau, t'as une petite toile d'araignée qui s'installe, et ça y est, t'es lancé dedans, quoi. À partir du moment où t'as validé ton premier statut intermittent, en fait, ça y est, t'es dedans, quoi. Je vois ça comme ça. D'accord, c'est jusqu'à arriver après sur des projets assez importants, Astérix et Obélix. Au Ouais. service de Sa Majesté, il y a eu La Vérité si je mens 3 aussi. Ouais, alors ça c'est ouais. Quels étaient un peu tes rôles sur ces projets? Alors La Vérité si je mens 3, c'est mon premier vrai film. C'est mon premier vrai film entier. J'étais 3e assistant d'éco, donc 3e assistant d'éco c'est en fait c'est stagiaire, on l'appelle 3e assistant d'éco parce qu'on n'a pas le droit de prendre des stagiaires, c'est pas légal, mais t'es là pour apprendre. Enfin t'es stagiaire mais t'es quand même relativement bien payé, moi qui connais le vrai monde à côté, t'es relativement bien payé. J'ai fait le film entièrement, c'était en 2010 je crois, de mémoire. Et là, je crois que c'était 33 millions de francs de budget à l'époque. 2010, c'était les euros déjà, non? On était en euros, oui. Je pense pas que c'était 33 millions d'euros, ça m'étonnerait quand même. Ça me paraît beaucoup quand même. Ouais, mais en tout cas, c'était un gros budget Okay. quand même. C'était une sacrée franchise, La Vérité si je mens. Et là, j'étais avec un gros chef d'éco, une pensée pour lui, qui s'appelait Jacques Rouxel. Et moi, j'ai découvert des postes que je n'avais jamais vus parce que c'est vraiment 2 univers totalement différents. Le cinéma, gros budget, et le clip, ça n'a rien à voir en termes de liste matérielle, que ce soit pour les électros, les machinaux, les décos. On est tous 10 fois plus partout. La cantine, elle est 2 fois plus huge. Tout est 2 fois plus gros. Et là, tu te prends vraiment une sacrée baffe. Mais humilité aussi, parce que t'as beau avoir fait 15 petites pubs ou 15 petits clips à côté, c'est pas le même monde. C'est vraiment pas le même monde. Et là, t'arrives dans ce truc-là. Et moi, j'étais 3e assistant décorateur, donc j'allais un peu partout. Je faisais de la régidex, de la RIP, de l'accessoirisme meublage. J'ai fait tous les postes, j'ai eu de la chance. Et ça a été hyper formateur pour moi. Tu as des images qui te reviennent justement. Alors je me fais un petit plaisir personnel. La Vérité si je mens, c'est une trilogie avec laquelle moi j'ai un peu grandi. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs avec des comédiens ou d'un décor justement en particulier de ce film? J'ai de très bons souvenirs d'un des comédiens, de Vincent Elbaz. Tu sais, quand tu arrives sur un plateau, que tu es jeune, j'étais pas si jeune, mais quand même j'étais encore un peu timide, comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport au côté glamour paillettes. J'étais donc, sur ce jour-là, j'étais l'assistant plateau de Nicolas Raffi, qui est une des stars de l'accessoirisme plateau, c'est un top 5 sans problème. Et j'étais avec lui, et moi je prenais un malin plaisir, on était cachés derrière la porte, enfin tu connais les coulisses du cinéma, et à chaque fois on devait donner un accessoire à Vincent Elbaz. Et Vincent Elbaz, à chaque fois, il me disait merci. Et ça m'avait vachement touché, j'étais content, j'ai dit putain mais il est cool en plus et tout, c'est sympa. Ça c'est un bon souvenir. Et puis je me rappelle encore une fois de l'émulation autour du tournage, quoi. Tout le monde, c'était vraiment une fourmilière, tout le monde bossait, des grosses installs partout. Et à l'époque je trouvais ça complètement démesuré, et aujourd'hui je le fais. Tu vois, aujourd'hui je fais le même genre de tournage. Tu vois, je suis le Jacques Rouxel, enfin t'as compris, je suis moi aussi chef d'éco sur ce genre de film.
Et sur ce tournage-là, je me rappelle aussi, on avait tourné dans une ville qui s'appelait Montmorency, qui est une banlieue parisienne hyper blindée, où il y a tous les acteurs, tous les chanteurs qui habitent là-bas. Et on avait plein de belles voitures. Enfin, c'était la maison de Patrick Abitbol, donc imagine bien. Elle était plutôt, elle était bien appuyée en termes de déco. Non, c'était vraiment un bon souvenir. Mais pour revenir sur La Vérité Sagement, j'en ai déjà parlé, mais La Vérité Sagement, moi j'avais un lien affectif avec le réalisateur Thomas Gillot aussi. C'est un ami de famille. C'est un ami de famille et c'est même complètement grâce à lui que j'ai fait ce film. D'accord. Il a appelé son chef d'éco, il a dit ok, est-ce que tu peux faire bosser Alex? Il m'a dit tiens, prends son numéro, démerde-toi. Voilà. Donc c'est un peu grâce à lui quelque part. De toute façon, c'est grâce à plusieurs gens. C'est comme Qui ça. se mettent sur le chemin, effectivement. Ouais. Le premier qui faisait un clip de rap, le deuxième qui me dit bah tiens, j'ai besoin d'un renfort rip, appelle Alex. Oh, t'es sûr? Si, appelle, ça va faire l'affaire. Moi, j'ai eu trois rencontres qui m'ont mené à ce que j'en fasse mon métier de la décoration. Et après, j'en ai eu d'autres, mais je crois que ça va venir plus tard. Arriver petit à petit au cours de l'interview, justement. Moi, je suis curieux de savoir, entre La Vérité Sagement et aujourd'hui, enfin, à quel moment tu es devenu chef déco à plein temps, que c'était toi le chef vraiment de ce pôle-là? Combien d'années c'est cool? Alors c'est là où c'est paradoxal, mais je pense que mon parcours il n'est pas plus atypique que d'autres parce que c'est plutôt contemporain. Donc mon premier clip 2009, c'est vraiment mon premier job dans la déco. Je fais 3-4 clips avec mon pote qui s'appelait Julien à l'époque, Julien Durieux, voilà. Et puis il se barre faire d'autres pubs, lui en Algérie pour une autre boîte de prod. Il me dit Alex, prends ma place. Au bout de 3-4 clips, enfin tu vois, j'étais loin d'être chef déco quoi, mais j'étais chef déco. C'était comme ça, j'étais chef déco et en parallèle j'étais rentré donc troisième assistante sur des séries France 2 et TF1, c'était des grosses séries à l'époque. J'étais à la RIP quoi, j'étais au camion, on déchargeait les trucs. Je faisais les deux en même temps, c'est-à-dire que j'étais sur des gros machines, gros budget où j'étais au plus bas de l'échelle. Et par contre, sur des trucs, des petits projets de moindre ampleur, là j'étais au plus haut de l'échelle hiérarchique à la déco en tout cas. Donc je faisais toujours les deux. J'ai toujours été un peu chef déco et un peu stagiaire et ça a duré un bon moment, au moins 5 ans. Au moins 5 ans, je faisais les deux, quoi, tu vois. Et à quel moment ça arrive, chef déco, qui te propose ce poste? À un moment, je crois que c'est une fois, en fait, quand j'ai fini, je bossais avec une boîte de prod qui s'appelait Beaubourg Audiovisuel, qui faisait des séries profilage et tout ça, enfin, des trucs qui marchaient bien, équipe médicale d'urgence, comme ça. Et à un moment, on a arrêté, il y avait plus besoin, tout était en studio, tout était monté. J'ai arrêté et j'ai pris une pub en chef déco un peu plus importante, une deuxième, une troisième. Et comme je te disais, à partir du moment où tu as fait ton statut et ton vie et que ton téléphone sonne, ça y est, t'es lancé en fait. T'es lancé jusqu'à faire, et ça a pris du temps. J'ai 2009 et mon premier long métrage, il est en 2018. 2018, 9 ans. Quand même, tu vois. Effectivement, ouais, c'était un chemin. Mais ça, on me l'avait dit. On m'a toujours dit, Alex, de toute façon, la réussite dans ce métier-là, c'est minimum 10 piges. À 10 ans? Minimum, ouais. Minimum. Bon, moi, ça, on avertit un peu les jeunes téléspectateurs, effectivement. Ce qui est aussi intéressant avec ton parcours et atypique, c'est que toi, tu as fait le chemin inverse, c'est-à-dire que tu es d'origine parisienne, en témoignent certains tatouages qu'on va flouter, bien sûr. Évidemment. Et que tu es venu dans le sud faire pas mal de projets. Aujourd'hui, tu es pleinement ancré, tu es pleinement chez toi. Et il y a notamment ces films avec la fratrie Bougueraba. Comment tu les as rencontrés? Alors, c'est une sacrée belle histoire. Alors, comment ça s'est passé? Donc, moi, j'ai débarqué de Paris. Alors, j'ai débarqué de Paris dans l'idée que je pouvais même arrêter le cinéma pour vivre à Marseille. J'étais prêt à plus bosser dans le cinéma. J'avais choisi Marseille. Je voulais le climat, je voulais la mer. Voilà. Mais j'ai bossé avec des prods parisiennes à Martigues, à Provence Studio. J'ai fait la rencontre de Mike Restorcelli, évidemment, que tout le monde connaît ici. Et lui, il m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui s'appelle Hakim Bougueraba qui cherche un chef déco. Je dis, moi, je suis chaud. Il m'a filé son numéro, je l'ai appelé et j'ai rencontré Hakim qui est devenu un ami maintenant, je lui dois beaucoup. J'ai rencontré Hakim aux terrasses du port dans un truc à sushi. On a parlé un petit peu, il m'a posé 2-3 questions. Il m'a dit c'est bon, je te prends avec moi sur Secpa. C'était son premier film à lui aussi parce qu'il est venu de YouTube. Et on a fait Secpa ensemble et ça s'est bien passé. On a fait là on fait notre 6e film ensemble en ce moment même. C'est ça. Et là courant août, le 19 août exactement, il y a le film là qui est actuellement en salle, La Nirvana, qu'il a réalisé. Toi concrètement quand tu reçois un scénario, alors que ce soit avec les frères Bougueraba ou d'autres cinéastes, qu'est-ce que tu fais en premier? Quelle est ton organisation? Je le lis. Déjà, je le lis. Alors, en scénar, tu peux le lire en une après-midi, genre en mode rapide.
Mais en vrai, il faut le lire au moins plusieurs fois pour vraiment se remettre dedans parce que tu le lis, tu le ressens. Et je pense que c'est automatique quand t'es... moi, quand je vois un film, quand je lis un scénario, les décors se déroulent naturellement. Je les vois, je les projette dans ma tête, hein, je les projette. Et après, ça va aussi dépendre de mon humeur ambiante. C'est-à-dire que si je suis content de faire ce truc-là, tout de suite, très rapidement, je vais prendre mon iPad encore une fois et je vais faire des projections. Je vais faire je vais regarder des images, tac, 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 tac. Mais ça me saute à la tête. Ah si, ouais, je vois déjà les couleurs, les trucs. Ouais. Et puis après, une fois que t'as lu le scénario, après t'attends le go prod de la production pour commencer à bosser officiellement. Tu bosses toujours en amont un peu parce que encore une fois, c'est un job de passionné. C'est pas une pige, tu vois. C'est autre chose. C'est quand même un truc. Donc tu bosses toujours un petit peu en amont, mais tu vois, tu prépares le découpage. T'appelles tes équipes. Une fois que t'as un scénario, t'appelles tes équipes aussi, vraiment, pour garder ceux avec qui tu veux bosser. T'attends l'autorisation de la prod pour leur envoyer le scénario aussi à eux. Et ça, c'est vachement durci, ça, je trouve. Tu peux plus envoyer des scénarios comme avant. D'accord, ça a changé? Ah ouais, ils sont tous filigranés maintenant. Enfin, limite, tu signes un droit de... comment on dit DNA en anglais, je sais plus comment on dit. Enfin, bref, tu n'as pas le droit de divulguer. D'accord. Mais moi, je l'envoie quand j'ai de l'autorisation. Et puis après, tu commences à parler. Avant la prépa officielle production, tu as déjà une pré-prépa perso en fait qui va durer au moins 3 semaines entre coup de téléphone avec le réal, comme ça, faire un officiel avec ton équipe, puis après ça le go. Et justement, quels sont un peu les fruits de vos discussions avec le réalisateur? Il y a aussi le directeur de la photographie. De quoi vous discutez concrètement? Ça va vraiment dépendre, parce qu'encore c'est de l'humain, ça va vraiment dépendre du réal et du chef-op, parce que personne n'est pareil. Tu as des chefs-op qui vont être... et les réals aussi qui vont être sur toi, mais non-stop, tu vois, qui vont te demander beaucoup. Et t'en as d'autres qui t'ont senti différemment et donc ils te font confiance. Tu vois, t'as fait un truc avec eux, ils te font confiance, donc ils attendent aussi que tu leur proposes des choses parce qu'il faut pas oublier que la déco c'est de la mise en scène, c'est de l'image aussi. Hein. On n'en parle pas suffisamment, je pense. Mais moi, chef décorateur, je le vis comme ça, quoi. Je participe à la mise en scène et à l'image, clairement. Donc oui, moi j'hésite. Ça m'a mis du temps, mais on parle mise en scène. Je dis, maintenant, j'arrive à proposer. Je dis, c'est bien si je te mets une petite porte là, tu pourras faire une entrée de champ. Ça, c'est intéressant de le dire, ouais. Effectivement. Parce qu'on pense que le décor, il est déjà instauré, on est en milieu dit un peu naturel, donc il n'y a rien à bouger. Mais en réalité, tout ce qu'on voit au cadre, tu l'as pensé. Ah, bien, alors, il n'y a pas que moi, parce que il y a des trucs que je vois pas. Hein, tu vois, il y a des trucs que je vois pas, que le chef-op va le voir, le réal va le voir. Et c'est pareil pour le réal. Et des trucs que moi, je vais voir, que eux vont pas les voir. Pareil. C'est vraiment une complémentarité. Hein, c'est pour ça qu'il y a des chefs de poste dans le milieu, c'est parce que logiquement l'expérience prime et on se complémentarise. Hein, t'es entouré de qui concrètement? Je crois que c'est à peu près minimum une dizaine de personnes, chef déco. Ouais. Ça dépend des projets. Hein. J'ai fait des projets, on était 80. J'ai fait des projets, on était 10, quoi, littéralement. Quand vous êtes 80, ça se passe comment? C'est des grosses équipes. C'est les 80. Quand on est 80, en général, c'est que c'est des films qui se font beaucoup en studio. Donc il y a beaucoup de construction. Donc tu as beaucoup de menuisiers, des peintres et des constructeurs qui bossent. Ils sont une bonne quarantaine. Eux, ils sont dans les ateliers, ils découpent, ils peignent, ils font des gros boulots. Après, tu as la partie bureau, tu as la partie terrain. Il y a 3 grosses équipes, on va dire, dans une équipe déco. Tu as la partie bureau, c'est-à-dire moi, direction artistique, ma première assistante ou mon premier assistant qui va faire donc tout le planning d'équipe, tous les salaires, les déclarations, l'organigramme, tout. C'est un gros job aussi. Et après, tu as les ensembliers, Régidex, qui eux vont aller chercher les accessoires, les meubles, puis tu as les stagiaires derrière, les graphistes. Rien qu'au bureau, sur un film lambda, en vrai, tu es déjà 10, tu vois, en vrai. Après, tu as les rippers, on peut être beaucoup. Et est-ce qu'un décor, ça coûte cher? Ouais. Combien à peu près? Si on est ici et qu'on voit ce mur à la caméra, en gros... je connais pas le budget, honnêtement. Moi, je vais te le dire. Imagine que c'est de la feuille décor. Là, t'as 4,50 m, c'est 3 feuilles. Elles nous reviennent à 600 €. 600 €, 1000 € en matériaux. Avec ça te vient de Leroy Merlin. Là, rapidement, ce décor-là, avec les salaires, t'es à 5000 €, juste pour ce mur-là. Juste le mur, d'accord. Ouais. Intéressant. Bon. 5000 € parce que je fais le vieux, mais tu peux le faire pour moins cher. Mais entre les peintres, faut savoir que quand tu parles décor, tu payes pas que le décor, tu payes les techniciens. Et tu payes les charges, on est en France ici, tu vois. Donc, par exemple, ton technicien, il coûte 250 € la journée, à toi, à la prod, il va coûter 500 balles. Il bosse 2 jours, on est déjà à 1000 balles. Ça va très vite. Puis, il faut l'emmener dans un camion, il faut le transporter. Tu rajoutes encore 2 salaires par-dessus. Puis après, il faut le décorer, et puis il faut le tourner, il faut des mecs au plateau. Mais tu y as rapidement 5000 € en vrai. C'est vrai. Tu vois, tout coûte cher.
Ça s'additionne Très, très cher. très vite, effectivement. Ouais, Et qu'est-ce que ça devient un décor, les objets qui sont utilisés après le tournage? C'est stocké quelque part ou c'est jeté? Alors en fait, tous les objets du tournage appartiennent à la production. De fait, c'est leur budget, donc c'est leur argent, c'est eux qui décident de ce qu'on va en faire. Par exemple, là, sur le film que je suis en train de faire en ce moment, la production a pris le parti de faire des dons, de donner à des associations ou des ressourceries ou voilà, des trucs. Moi, je trouve ça plutôt éthique, c'est plutôt cool. Mais sinon, il y a beaucoup de destruction. Faut pas oublier qu'on est la deuxième industrie la plus polluante, quand même, le cinéma. On est extrêmement polluant. Maintenant, il y a même des labels éco-prod. Il y a des aides éco-prod, du bilan carbone et tout ça. C'est hyper important. Donc moi, j'aime bien faire de la recyclerie, redonner. J'aime bien réutiliser aussi. Ça se faisait beaucoup avant. Les décorateurs ne construisaient pas leurs feuilles. Il y avait des réserves. Ça s'appelait des feuilles. Oh, j'ai oublié. Bref, il y avait plein de feuilles comme ça, de plein de tailles. Et tu venais, tu les louais, tu les remenais, tout simplement. Et après, pour des raisons budgétaires, dans les grandes années du cinéma, il y avait de l'argent. Bah, c'était mieux de construire. Maintenant, ça revient un petit peu, voilà, feuille répertoire, on disait. Toujours l'économie, ouais, au centre de tout. L'économie tourne. Là, on est revenu complètement à la verte. Maintenant, on va revenir aux feuilles répertoire, je pense, et ce serait même mieux en termes d'écologie et de tout, parce que bon, on parle de bois contreplaqué, c'est pas non plus, c'est de la colle, c'est du bois, mais c'est pas très très sain. Mais je pense qu'il y a quand même, là, sur les 5 dernières années, il y a une petite notion écologie qui est venue. Ouais, les tournages sont de plus en plus verts et comme Ouais. tu le disais, le label EcoProd Ouais. qui récompense d'ailleurs au Festival de Cannes Ben depuis quelques temps les mais films c'est les bien plus parce verts, ouais. parce qu'on dépense beaucoup, on se rend pas compte, mais tous les Au départements. catering, par exemple, Ah tout ouais, ça. la régie, les tables régie, les bouteilles d'eau, enfin, il n'y a pas un film avec des 100 palettes de mini bouteilles cristallines, quoi. Tous les films, il y a des palettes et des palettes et des palettes. Surtout en ce moment, va tourner en ce moment à Marseille avec la canicule. Bonne chance. Ça entre de plus en plus dans les mentalités. En tout Ouais. cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que toi, tu n'as pas fait que du cinéma, il y a eu de la série, de la publicité. Est-ce que tu as le souvenir comme ça d'une demande un peu particulière où ça a été un peu difficile de trouver un certain décor, un objet, quelque chose un peu qui a un vrai challenge que tu as eu? Pour être honnête, je pense qu'à chaque projet, tu as un challenge. Sur le film que je suis en train de faire, il y en a. De toute façon, moi, je fais beaucoup de construction de décors studio, cascades, donc des trucs, des comédies urbaines, enfin, voilà. Comédie urbaine avec des bagarres, des actions cascades. Donc à chaque fois, c'est un challenge. À chaque fois, c'est un challenge. Tu dois réfléchir à comment on va faire pour que la cascade marche bien. Tu penses au confort du cascadeur. Tu penses aux SFX qui vont bosser avec toi. Tu penses au réal et au chef-op. Tu as plein de contraintes. À chaque fois, c'est sur chaque film, ils me demandent un truc. Des pubs, ils m'ont demandé des mouettes, une mouette articulée. On a fait une mouette articulée par les mecs qui avaient fait les marionnettes des Guignols. On m'a demandé... sur le dernier film d'Hakim, je vais pas spoil, mais faut aller voir le film. Et il y a des trucs, des demandes très particulières. Il faut aller voir, mais à chaque fois, c'est ouais, on me demande fais ça, fais-moi. Bah si sur Secpa 2 par exemple, c'est Secpa au ski. Hakim, je sais pas ceux qui l'ont vu, Hakim a fait éclore un nain dans un œuf. Et on a dû construire un œuf géant, donc il était gros comme ça, un œuf de dinosaure. On a mis l'acteur dedans. Il a cassé la coquille, il s'est extrait comme ça et tout. On avait fait donc une coquille en chocolat et le bois et le reste en bois. Et on a fait plein de trucs complètement. Et ça demande combien de temps de travail de faire cette coquille? Ça avait mis au moins 2 semaines de construction 2 semaines. pour faire 2 œufs, ouais. Mais, 2 œufs Pour balèzes, tu vois. quelques secondes à l'écran. Ah ouais. Ouais. Je me rappelle, c'était 10 000 euros. Le budget était à 10-12 000 euros pour faire 3 œufs, tu vois. Ah oui. Ouais. Donc Mais attention, des œufs costauds, hein, Ouais. quand même. Puis avec le mec qui rentre dedans, le comédien, c'était. Il y a aussi une question, moi je me dis en tant que spectateur, tu sais, des fois dans les films, on voit des photos dans des cadres, quand on est dans une histoire de famille ou autre. Ouais. Qui les prend ces photos? Alors ça, c'est un vrai dossier, c'est une super bonne question. C'est toujours une chienlit. Alors, qui les prend? C'est-à-dire qu'en fait, quand je reviens sur le scénario, quand tu fais le scénario, donc, tu fais donc un dépouillement. Tu as plusieurs dépouillements, ça, tu dépouilles les accessoires, le graphisme, et ça, la partie du graphisme, la photo, donc c'est le graphisme. Donc souvent, c'est des photomontages. C'est-à-dire que toi, on va te prendre en photo et on va te mettre ta tête en situation, une photo de famille dans le décor. Ça dépend de quel type de photo tu veux, parce que si c'est une photo du film et précise, tu vas être obligé d'attendre que le comédien soit, par exemple, en essayage costume dans la pièce d'à côté. La mise en scène va prendre une photo, elle va l'envoyer à la déco, et la déco va faire un photomontage. C'est toujours un vrai dossier, c'est une bonne question. Là, j'y suis confronté en ce moment. Mais, D'accord. ouais.
Très intéressant. Mais c'est intéressant, ouais. Et moi, je me demande aussi, là, tout est bien calibré depuis le début de cette interview, tout est bien orchestré dans le pôle déco, mais on sait que sur les tournages, il y a beaucoup d'imprévus. Comment tu fais face à ça? C'est en fait... Un décor qui peut se casser, c'est ce qu'on nous quelque chose demande, qui se déplace. Ouais, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de pouvoir solutionner un imprévu. C'est que ce soit le chef-op, le réal, n'importe qui ou moi, t'as un problème, tu dois être capable d'apporter une solution. C'est ce que demandent en tout cas les productions aux chefs de poste aujourd'hui. C'est pas que de la commande, non, c'est on a un problème, qu'est-ce que tu proposes? Et c'est ce qui fait la différence, c'est la force de proposition. Mais ça m'est arrivé plein de fois, on a perdu des décors plein de fois à la minute. T'as des exemples précis? Ouais, en ce moment, je peux pas que je spoil, mais je dois tourner dans une région qui n'est pas à Marseille, en France, et on a perdu, c'est un décor important d'un des comédiens principaux du film, et on l'a perdu suite à un dégât des eaux. Et moi, j'avais fait toutes mes projections, j'avais validé avec le chef-op, le réal des décors, on l'a perdu. Et qu'est-ce que tu fais? En plus, t'as 800 km du décor, tu refais sur ton imagination ce que t'as vu, quoi. Mais ça arrive sur tous les films. T'as toujours un imprévu. Bien sûr. Toujours. Et c'est cool d'ailleurs, c'est ce qui fait du cinéma un métier vivant, hein, ouais, sinon... Complètement. Je te propose maintenant un petit tour d'horizon de tes prochains projets. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de spoilers à faire. Non, spoiler, si, moi, je peux complètement le dire, je pense qu'on ne voudra pas. On est en train de tourner en production en ce moment Secpa 3, qui est le dernier volet de la trilogie Secpa, d'Hakim Bougueraba, avec Hichem Bougueraba. Et donc, on est actuellement, on va faire la deuxième semaine de tournage lundi. On fait un attaque la deuxième semaine de tournage. On rigole bien, il fait chaud, on rigole bien. Et puis, pour l'actualité, je vais avoir donc la Nirvana qui sort le 19 août, comme tu l'as dit. Et j'ai peut-être, j'ai plusieurs films qui arrivent à la rentrée, mais par superstition, j'attends. D'accord. Voilà, on m'a toujours dit, il vaut mieux pas trop parler de tes projets parce que tant qu'ils sont pas là, ça c'est vraiment des superstitions d'intermittents, quoi. Tais-toi, ne dis rien tant que t'es pas sur le plateau, quoi. En vrai. En tout cas, je sais que tu es flexible puisque avant cette interview, on parlait un peu de délocaliser. T'avais pas pu tourner en Inde, mais toi, t'es prêt à aller dans les 4 coins du globe. J'y vais partout. Partout. Ouais. T'as déjà été ailleurs qu'en France, justement? Ouais. J'ai fait Espagne, Sénégal, Algérie, Ukraine. Et il ressemblait à quoi un peu les décors que tu as fait là-bas? Alors en Ukraine, on est parti faire 2 pubs. Ça, en termes de décors de pubs, ça reste mes décors préférés. C'était des pubs Kinder Bueno par Romain Lévy, qui est un réalisateur. Et on a reproduit une caverne d'Indiana Jones. Tu vois la fameuse caverne d'Indiana Jones. Et là, c'était énorme. Il y avait vraiment 100 mecs qui bossaient. C'était, je sais pas, 7 mètres de haut, des fontaines, tout sculpté en polystyrène, pardon. Des fontaines qui crachaient de l'eau. C'était complètement ouf, quoi. C'était complètement dingue. C'est un de mes plus beaux décors. C'était en Ukraine, mais avant la guerre, évidemment. Et j'ai fait le Sénégal pour faire des clips aussi, où c'était plutôt cool, avec du boulot, mais plus du boulot sur des décors extérieurs, pas de studio pour le coup. Genre, tu repeignais quand même des baraques, les façades de baraques, tu as des pirogues, des trucs comme ça. C'était avec la réalisatrice Leïla Si qui a fait Banlieusards. Et Leïla Si, elle aime beaucoup tout ce qui est graphique et tout ça. Et moi aussi, à chaque fois que je bosse avec elle, je m'éclate bien parce qu'elle a une vraie patte aussi. Ouais. Et puis après, donc j'ai fait l'Espagne pour des pubs, l'Algérie aussi pour des pubs. Peu importe où je vais, moi je suis content. De toute façon, je fais mon métier de base, je suis content. C'est vrai que on est plus content de bosser à Marseille au soleil qu'au Havre. Hein, quand il pleut, c'est sûr, on va pas se mentir. C'est pas la même. C'est pas la même chose, mais ça reste agréable. Mais tu vois, ça reste agréable quand même. Écoute, je te souhaite de voyager effectivement avec ce métier de chef déco. Mais alors la pub Kinder Bueno, par exemple, pub française, pour le coup. Pourquoi la tourner en Ukraine? Pour des raisons économiques, tout simplement. D'accord. Parce que, c'est-à-dire que nous, les Français, on est connus, on coûte très cher. Dans toute l'Europe, on est les techniciens qui coûtent le plus cher, il faut le savoir, avec le statut quand même. Après, on est fort. Les techniciens français sont connus pour être forts parce qu'ils font 3-4 postes en même temps. Ils sont capables de faire 3-4 postes. Un électro ou un machinot français, excusez-moi l'expression, mais il met à l'amende les autres, littéralement, parce qu'il sait tout faire, tu vois. Un déco, c'est pareil. Nous, on est, tu vois, les Américains, cette blague, on la faisait souvent, genre, les Américains, il y en a un qui tient l'escabeau, l'autre le marteau et l'autre le clou, et nous, on est plutôt tout seul en équilibre sur l'escabeau à mettre un clou comme ça. C'est une spécialité française, mais en fait, le cinéma, de toute façon, c'est français, hein, donc voilà. Moi, je suis très très chauvin là-dessus, il n'y a aucun problème. Et les Américains, ils sont souvent surpris quand ils viennent en France, en fait. Tu sais, les Américains sont encore plus, ils nous regardent de haut malgré tout, mais en fait, on les voit de plus en plus venir chez nous, en fait, et ils sont impressionnés, genre ils bossent bien les mecs. Et donc, pour revenir à l'Ukraine, c'était essentiellement économique et par rapport aux figurants notamment. Et aux constructeurs, à la déco. C'est-à-dire qu'un décor qui va me coûter ici en France 150 000 € à faire, là-bas, il va te coûter 50 000.
D'accord. Ce qui est déjà considérable, C'est mais une belle différence. en termes de production, Bien sûr. tu comprends quoi. Mais c'est un autre monde, encore une fois. L'Ukraine, à l'époque, c'était une grosse plateforme de pub et de tournage avant la guerre. Mais c'était, moi, j'ai visité des studios, là, ils ont tourné le Cuirassé, Potemkin, des choses comme ça. C'était tout le cinéma post-soviétique, c'était impressionnant quoi. Carrément. Ah ouais. Tu t'imprègnes aussi de l'ambiance du pays, la culture? Bah oui, mais à titre personnel, parce que quand tu fais une caverne Indiana Jones post-soviétique, bon, Pas vraiment. non, pas trop. Mais ouais, non, c'est Ouais, impressionnant. c'est clair. Mais ça, en tant que déco, tu t'imprègnes de tout ce que tu vois. En vrai, moi ma force, c'est la mémoire visuelle et le mimétisme. En gros, je vois, je reproduis. Tout à fait. Ouais. Alex, on entre dans le climax de Ouais. cette interview. 3 questions pour conclure. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ton premier décor, c'était lequel? Et ben du coup, mon premier décor, bah, c'était ça, c'était Côte Barbe avec Médine en 2009. Ouais. Le décor de cinéma que tu rêves de faire? Ah, du film d'époque western, je pense. Ouais, j'ai envie de faire du western. Moi, je suis passionné par la construction. Ce serait un vrai challenge, un vrai défi là aussi. Ouais, Époque. ouais. Ce serait aussi beaucoup de travail sur comment on vivait à l'époque. C'est ça, beaucoup de documents. Mais je pense que beaucoup c'est de le Graal de documentation, déco, ouais. c'est le Graal des décorateurs, c'est faire du de l'époque, je pense. Ouais. Et en France, on sait le faire quand même. Et aujourd'hui, je fais une aparté, mais on subventionne plus les films d'époque que d'autres films. Ça est en train de revenir beaucoup à la mode, les films d'époque. D'accord. Ouais. On le voit beaucoup en série notamment. Ouais. Et ça C'est va clair. revenir encore plus. Et au fond, pourquoi tu fais ce métier? Alors, parce que je l'aime, parce que je suis passionné et avec un peu de vérité, parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je crois que je sais aussi faire que ça maintenant. Mais non, je l'aime ça. En fait, tu vis cinéma. Tu as vraiment, encore aujourd'hui, et pourtant, je sais pas, je compte, en tout et pourtant, je dois compter 16-17 fictions, je sais pas combien de clips et je sais pas combien de pubs, mais encore aujourd'hui, je suis heureux. Je suis content quand ça se passe bien. J'arrive le matin sur le plateau, je suis un peu stress, mais à 13h, je fais des blagues à tout le monde, tu vois, parce que je suis content. Mais tu as une adrénaline, c'est vraiment, c'est la chasse à l'adrénaline, en fait. C'est une petite forme d'addiction, je pense, ouais. Quelque part. Ouais, bien sûr. Mais et du coup, est-ce que la déco, ça te poursuit en dehors du cinéma ou tu arrives à. Ah oui, quand tu rentres complètement. dans un lieu, tu regardes direct à quoi ça ressemble, la Je déco? t'enverrai une photo, tu feras. Chez moi, c'est Emmaüs, quoi. Chez moi, il n'y a pas un mur qui n'est pas en couleur avec 4000 D'accord. tableaux, Parce des que t'es livres. un peu d'aller chercher, dénicher l'objet. Ah, j'ai un vrai problème, moi. Je ne peux pas passer dans une boutique d'art sans acheter un livre d'art. Je peux pas passer dans une galerie sans ramener une affiche. C'est pas impossible. C'est impossible. C'est un côté esthète, quoi. J'aime la déco, quoi. J'aime ça. Ça, c'est ma mère qui m'a transmis ça. Ouais. Super. Ouais. Si tu devais rajouter un objet là, dans notre décor, ce serait lequel? Je rajouterais de la couleur. Je suis très couleur, mais je rajouterais peut-être un petit vase un peu plus gros avec un peu dans les tons crépis. Très bien. Terracotta pour le coup, bleu pour matcher avec ça. Voilà. Bon, on va un envoyer petit vase marocain bleu. Voilà. J'envoie ça à la prod. Merci beaucoup, Je t'en prie, Alex, merci vraiment à toi. pour ce moment Ça m'a fait passé plaisir, ensemble. c'était super agréable. On a pu découvrir davantage ton métier. Je vais t'inviter à signer notre logo. Ouais, avec plaisir. Le voici. Tac, il est à toi. Merci. Un petit mot, une pensée en souvenir de ton passage chez nous. Il reste encore un peu de place. Ouais. Magnifique. Et voilà, merci. On va suivre tes nouvelles aventures de très près Avec plaisir. chez Ciné Massilia. Tu seras toujours le bienvenu pour Merci, parler c'est de gentil, tes ouais. prochaines aventures. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 20e numéro de Ciné Massilia. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents supports, sur les réseaux sociaux. Donc continuez à vous abonner, à liker, à booster la chaîne YouTube pour avoir encore plus d'interviews comme celle-ci. À très vite.